Là, toujours sur Radio Libertaire, bien entendu, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Tenez-vous bien, l'émission Arakaï, avec aujourd'hui dans sa partie artistique une bande de Belges qui gravent le cuivre, le bois ou la lino d'une manière magistrale. C'était une exposition que nous avons visitée, ma camarade et moi, du côté de je sais plus où. Du côté du métro Saint-Georges, c'est au 1 rue La Bruyère. Voilà, c'est la Fondation Taylor qui organisait ça, enfin c'est sous son parapluie en tout cas, avec un invité d'honneur qui est justement Thierry Morciot, et qu'on a rencontré nous miraculeusement, on peut le dire, puisque c'est vraiment quelqu'un de passionnant qu'on avait rencontré à une biennale de gravure à Saint-Maur, où il était aussi l'invité d'honneur. Bon, il n'arrête pas les invitations d'honneur. Oui, il était premier prix à la Biennale de Saint-Maur, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, et il le méritait amplement, et il mérite amplement d'être justement invité d'honneur. Bien qu'on n'aime pas beaucoup ces expressions un peu à la con, mais bon, il faut de temps en temps essayer de vivre quand même dans ce monde. Ouais. Alors avant de parler de Thierry Morciot, il y avait justement dans cette fondation, il y avait un hommage rendu à Félicien Rops. Alors Félicien Rops, c'est le 19e siècle, et qui est un graveur notoire. Et donc, on a visité cette salle avec une grande partie des gravures qui étaient prêtées par la galerie Sagot-Le Garec, la galerie qui est au 10 rue de Bussy, justement, où Agnès Dubar avait exposé. Donc moi, j'ai voulu faire une première partie justement sur Félicien Rops. Ça faisait longtemps que j'avais envie qu'on en parle et on n'avait pas trouvé l'occasion. Donc là, ça s'est parfaitement présenté. Donc j'ai retrouvé sur Internet, c'est quand même pratique de temps en temps d'avoir Internet, un extrait d'un livre qui a été écrit par Claude Lemonnier et qui raconte la vie de Félicien Rops. Alors Claude Lemonnier, en fait, c'est un écrivain belge, lui qui est né en 44 à Ixelles. Ixelles, c'est une des communes de Bruxelles située au sud du centre bruxellois. Et lui, il est venu à la littérature justement par la critique d'art, en fréquentant le monde artistique. Et c'est un cousin de Félicien Rops. Et très vite, ce Claude Lemonnier a défendu une littérature réaliste, un peu contre l'académisme, et il s'est battu toute sa vie pour la reconnaissance de la grandeur de la Belgique, en s'attachant à ce que ce qualificatif belge ne soit plus synonyme de provincial. Et il a rédigé donc une monographie de Félicien Rops en 1908, à savoir qu'il a aussi écrit sur Courbet, sur Constantin Monnier, sur l'école belge de peinture, etc., sur Sedan. On l'avait surnommé le Zola belge, mais bon, ça lui convenait pas tout à fait. Donc voilà, là je vais lire un extrait de cette monographie sur Félicien Rops, et j'ai pris un extrait justement qui parle de gravure quand Rops va créer la Société des aquafortistes en Belgique, à Bruxelles. La Société des aquafortistes enfin s'était constituée, une vraie société à façade décorative avec une présidence d'honneur illustre, celle de la comtesse de Flandre, artiste elle-même et des plus adroites dans le maniement de la pointe. Le comité de patronage comptait des valeurs mélangées, des hommes politiques, des personnages influents et des artistes de choix. Ici commence un travail de géant. Il fallait tout faire, tout créer. Il n'y avait ni imprimeur, ni presse, ni papier, ni aqua, ni fortiste. J'ai tout fait. Nice, couvert d'or, a quitté Cadar. J'ai fait sortir des presses des greniers de l'hôtel de ville. J'ai fait fabriquer des papiers qu'eussent baisé Alde et Elzévir. J'ai fait des aquas peu fortistes, mais enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc ça, c'est ce que disait Félicien Rops. Il avait fait venir de Paris, comme il le disait, le bon, l'honnête et le cordial imprimeur François Nice, qui avait tiré ses premières estampes chez Delattre et qui, depuis, dirigeait, comme chef d'atelier, l'imprimerie Cadar. Ce petit homme, souriant et blond, l'œil vif, flûtant son français en flamand qu'il était, aussitôt s'installa. Nice, en manche de lustrine, l'air hermétique d'un alchimiste travaillant au grand œuvre, tirait sans trêve. Il était passionné de son art et visait au beau noir léger et plein. Le maître, lui, se montrait indulgent, multipliait les conseils, parfois grattait lui-même pour les autres. Sa vie, pendant tout un temps, ne fut qu'un cours d'eau forte où il se prodiguait jusqu'à oublier son labeur personnel. Et quelle joie quand il lui venait une nature artiste et qu'il croyait avoir découvert une vocation. Une passion d'art le retenait là des heures et des jours, travaillant avec le patient Nice, habit bas, les bras nus comme un artisan, penché sur la presse dont il activait ou retenait la manœuvre,
accouchant la planche, regardant sortir l'épreuve toute humide et molle d'ancrage frais, puis la portant à la lumière des vitres, curieux, inquiet, fouilleur, un petit point aigu dans l'œil, comme fait la sage-femme pour reconnaître le sexe de l'enfant. À Paris, à Bruxelles, dans tous ces ateliers, comme les toxiques d'une officine de chimiste, les flacons en piles serrées s'alignaient, collés d'une étiquette et proposant des mystères de morsure. Il aimait les manier en discourant et vantant leurs propriétés, un petit feu dans le velours marron des yeux. Il avait la passion du métier et de son art. Il en avait aussi toutes les curiosités, jamais las d'apprendre et de révéler ce qu'il savait, sournois à la fois et communicatif, travaillant l'effet de ses acides comme une locuste de ses poisons, toujours à la recherche de procédés nouveaux, perfectionnant les modes d'emploi de la résine, du cuivre et de l'outil. C'est le temps où il fait d'innombrables pastels, dessins, pointes sèches d'une ténuité capillaire, croquades en 2 traits, bouts de morsure sur des bouts de cuivre, et qui indéfiniment prolongent à son gré la période des essais et de la mise au point. Personne ne connaissait aussi bien les ressources et la qualité des métaux. Il les lui fallait pas trop durs, d'un grain poreux, gras, papilleux comme une toile. Un cuivre est une chose personnelle, disait-il, et qui doit vivre sous la main d'une vie élastique et frémissante. Il avait l'horreur du cuivre industriel, d'une préparation courante et bonne à toutes les mains. Il donnait à entendre qu'il connaissait dans une rue de Paris des échoppes, un vieux petit batteur en cuivre, borgne et boiteux, l'air d'un mime au fond de sa forge enfumée, et qui lui faisait des plaques comme seul Abraham Boss en avait connu. Ces histoires qu'il racontait, un pli léger de blague à la joue et qui l'animait, le sourcil froncé et l'œil pétillant d'un rire qui lui grelottait dans la gorge, l'amusait tout le premier. Elle s'ajoutait à toutes celles qui se colportaient sur son compte. Voilà, je pense que là on commence à sentir toute cette passion de Félicien Rops effectivement pour la gravure, quoi. Oui, absolument. Sa passion pour la gravure et aussi son doux penchant pour le fantastique érotico, limite pornographique de son œuvre. Voilà, il avait une espèce de penchant, comment dirais-je, presque animalier, hein. Pour évidemment les belles fesses bien rondes et bien tendres, les pubis charnés et les seins épanouis, voyez-vous. Il aimait pas beaucoup à part la mort qu'il fréquentait, semble-t-il, assidûment dans sa gravure, et qui était la mort. Enfin, la mort, on sait bien qu'elle n'a pas des rondeurs appétissantes, quoique parfois elle a des fesses quand même qui étaient assez rondelettes. Mais voilà, c'est assez extraordinaire. Et sa filiation, je vous le demande, Émile, je crois qu'elle s'incarne justement dans notre camarade Thierry Morciot, hein, qui lui aussi fréquente assidûment le fessier féminin, l'entrejambe féminin, et puis aussi les attributs masculins dans toute leur horreur ou leur beauté, si quelquefois on peut y trouver quelques beautés, ce qui n'est pas tout à fait mon avis. Moi, je préfère franchement les féminités aux masculinités. Ouais, donc effectivement, il y a toute une série, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu à cette fondation Taylor, où la mort est présente, où il y a pas mal de reproductions de frontispices, où c'est un squelette justement pour les épaves de Charles Baudelaire, où il y a toute une série sur les sataniques, où il est entre, il y a la femme, l'amour, la femme par rapport à Satan, enfin il y a toute une réflexion autour de ça. Il y a beaucoup de squelettes de petits diablotins. Et tout ce petit monde est membré, je vous dis pas. particulièrement à Staroth, hein. Il a un sexe, qui en impose à toutes les pucelles qui peuvent le regarder, hein. Ça doit leur faire quand même, ça doit les faire rêver. Ouais, donc après, je vais raconter un petit peu la vie de ce Félicien Rops. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut redécouvrir. Il a un musée à Namur, donc c'est un de nos projets effectivement d'aller visiter ce musée, quoi. Mais pas avant l'automne.
la danse macabre Camille Saint-Saëns. Oui, sur toujours Radio Libertaire et l'émission Aracaille, qui consacre, si vous venez de nous rejoindre, sa partie artistique aux graveurs belges, contemporains et anciens, contemporains la personne de Thierry Morciot et de ses petits camarades, et ancienne avec Félicien Rops, Ensor et compagnie. Voilà, donc maintenant je vais faire un petit peu la biographie de ce Félicien Rops, pour qu'on apprenne un petit peu qui était ce graveur de talent. Alors Félicien Rops, lui, il est né à Namur. Il est né à Namur en 1833. Il est fils unique d'un commerçant et donc en tant que fils de bourgeois, il profite d'un enseignement privé. Puis il commence des études dans un collège de jésuites de Namur en 1844 et 5 ans plus tard, à 15 ans, il perd son père. Là, il est placé sous l'autorité d'un tuteur, un tuteur qu'il déteste. Et donc, il va adopter une attitude anticonformiste et anticléricale qu'il fait quitter le collège pour suivre des études à l'Athénée de Namur, qui lui dispense un enseignement laïque, et il restera toute sa vie anticlérical et anticonformiste. Il s'inscrit donc à l'Académie des Beaux-Arts de Namur, et à 18 ans, il entre à l'Université libre de Bruxelles, et là, il fréquente les milieux estudiantins intellectuels, pamphlétaires, artistiques, comme la Société des Joyeux et la Société des Crocodiles. Donc il se révèle un féroce caricaturiste et il participe à des revues où il fait des pastiches d'œuvres qui sont exposées dans les salons officiels. En 1856, il fonde avec Charles de Coster l'Eulenspiegel, c'est le journal des ébats artistiques et littéraires, et ses lithographies sont particulièrement appréciées. Ce journal paraîtra jusqu'en 1863. Donc la politique, les mœurs du temps, la morale, les beaux-arts, la littérature sont passés au crible de son crayon, à l'instar donc d'Honoré Daumier ou de Paul Gaverny à Paris. En 1857, Rops se marie, il a un fils, Paul, il a une fille, Juliette, qui elle va décéder à l'âge de 5 ans. Et le couple qui vit dans un superbe château à Tauzès, un château dont sa femme est héritière, le couple se partage entre Namur, Bruxelles donc, et ce château de Tauzet, où ils accueillent de nombreux artistes et écrivains, dont Charles Baudelaire. Et d'ailleurs, la rencontre entre ces deux hommes a eu lieu grâce à l'éditeur Auguste Poulet-Malassis, qui lui s'était réfugié en Belgique pour fuir la censure napoléonienne et les dettes. Donc Baudelaire est une figure centrale dans la vie et la carrière de Rops, qui réalise en 1866 le frontispice des épaves, donc le recueil des poèmes condamnés des Fleurs du Mal. L'estime entre les deux hommes est réciproque, et à partir des années 1860, Rops fait de fréquents allers-retours à Paris, où se trouvent les éditeurs et les écrivains pour lesquels il fera un grand nombre d'illustrations. Et là, il dessine la vie des boulevards, des cafés, et où il passe ses nuits. Donc il y multiplie les contacts et il s'y installe définitivement en 1874 quand il se sépare de sa femme, parce qu'effectivement sa vie à Paris, il a pas mal de maîtresses, elle en a ras-le-bol, même si elle est au courant de cette vie-là. Et voilà, il propose une séparation de biens, donc lui va s'installer à Paris. Et là, à Paris, il fait la rencontre de deux couturières, ce sont les sœurs Duluc. Les sœurs Duluc qui, elles, vont préférer se partager l'amour du dessinateur plutôt que de se le disputer. Elle est pas belle la vie. Donc ce sera une vie à trois. Et ces deux sœurs, en fait, signent leur lettre d'amour d'un seul prénom, Auréléon. Elles s'appellent Aurélie et Léontine. Donc voilà, c'est un couple à trois qui durera jusqu'à la mort de l'artiste. Mais ses relations avec la Belgique n'en sont pas pour autant négligées. Il fonde plusieurs sociétés dans le but de développer la modernité en art telle qu'il l'entend. Donc c'est ainsi qu'il participe à la fondation à Bruxelles donc de la Société libre des Beaux-Arts, dont il deviendra vice-président. Et entre 1869 et 1871 à Bruxelles, il crée aussi donc la Société internationale des aquafortistes, qui contribue au renouveau de la gravure. Et cette société, qui édite des portfolios d'eau-forte, est interrompue par la guerre franco-prussienne, mais elle reprendra justement après cette guerre. Donc Félicien Rops est aussi féru de sport, c'est un grand amateur d'eau et il fonde à Namur le Royal Club Nautique de Sambre-et-Meuse. Et là, il pratique l'aviron.
Donc séparé de son épouse pour rejoindre ses deux maîtresses parisiennes, il reste toute sa vie quand même un père attentif et aimant envers le fils qu'il a eu avec cette femme. Donc il va régulièrement en Belgique, à Tauzé, à Bruxelles ou même à la mer du Nord, parce que c'est aussi un peintre et on peut voir donc des paysages de plage. Et là il rencontre son fils Paul et puis ses amis écrivains, qu'ils soient écrivains, peintres ou critiques belges. Et donc il passe un peu aussi du réalisme à l'allégorie et au symbolisme. Il a fait partie du groupe des Vins, mais lui préfère, plutôt que les expositions, il préfère présenter son travail aux amateurs et aux collectionneurs. Et durant les dernières années de sa vie, Rops, qui souffre d'une maladie des yeux, il a reçu un acide, je crois, du chlorate ou du bichlorate de potassium dans l'œil. En fait, il continue à travailler à la demi-lune. La demi-lune, c'est sa propriété qui s'est fait construire à Corbeil-Essonnes, donc près de Paris. Et là, il donne aussi libre cours à sa passion pour la botanique. Et il meurt à 65 ans, donc à Corbeil-Essonnes. Il est entouré de ses deux maîtresses, Léontine Aurélie et Claire Duluc, une des filles d'une de ses maîtresses et de ses amis les plus intimes. Donc voilà la vie de Félicien Rops, une vie qui a été bien remplie. Oui, ça bien rempli artistiquement, bien rempli amoureusement. Voilà, il a carton plein, quoi. C'est toutes les jouissances que la vie peut procurer aux gens aux créatifs en tout cas. Voilà, mais parce que là, c'est vraiment la création dans toute sa splendeur, aussi bien picturale que de graveur, que de dessinateur, il a écrit des milliers de lettres, il a une correspondance pléthorique aussi, et il écrit pas mal d'ailleurs dans le film que Piquet-Cou m'a permis de regarder hier. Il y a un récitant qui est d'ailleurs un récitant qu'on écoute avec beaucoup de plaisir, qui lit des lettres de Rops, et vraiment on sent que c'est quelqu'un non seulement qui crée avec ses mains, mais qui crée aussi avec sa tête. Il a une très belle écriture, il écrit, parce que tout ça c'est 4000 lettres, mais à la main, hein, et on vous dit pas le nombre de pages par lettre, voilà, c'est ça. Maintenant, on n'est plus capable de faire des choses comme ça. Ça s'est arrêté avec l'arrivée des ordinateurs, je crois. Déjà, les machines à écrire ont attaqué, et puis les ordinateurs, je crois, ont fini toutes les velléités que pouvaient avoir encore quelques-uns à s'acharner à maintenir l'écriture à la main, voyez-vous. Ouais, donc c'est vrai qu'il a dû écrire plus de 4000 lettres. Et en fait, il y a un gros travail de collectage, puisqu'il y a un site, justement, qui est consacré à la mise en ligne de ces lettres. Il y en a plus de 3000 qui sont répertoriés sur ce site. Déjà 3000, c'est quand même pas mal. C'est un gros travail, quoi. Ouais. Et par rapport à la gravure, effectivement... Donc on a vu qu'il maîtrisait toutes les techniques de gravure, que ce soit l'eau forte, le vernis mou, la pointe sèche, l'aquatinte. Et quand on parlait de Gustave Doré, en fait, lui était le dessinateur le mieux payé. Il était mieux payé que Gustave Doré. Hein. C'est impressionnant, quoi. Et donc, comme il travaillait beaucoup, il a testé aussi des techniques nouvelles. Il suivait ça de près scientifiquement. Donc, à un moment, il va troquer sa pointe sèche aussi pour des procédés photomécaniques. Hein. Il va s'intéresser à l'héliogravure. Il y avait plusieurs estampes là, qui étaient faites justement à partir d'héliogravure, quoi. Et alors, en 1886, il a un élève qui s'appelle Rassenfoss, un élève qui est arrivé de Liège, et ils vont inventer tous les deux un nouveau vernis d'ailleurs qui va porter aussi un nom qui sera la contraction de leur deux noms. Ça s'appelle le Ropsenfoss. Alors je ne sais pas maintenant si ce vernis est toujours d'actualité, mais voilà. Peut-être en Belgique. Hein. Donc il y a eu ce vernis créé. Et dans ce petit documentaire qui s'appelle Les Muses sataniques, hein, c'est un film qui a été fait par Thierry Zeno. Thierry Zeno est belge. Justement, donc sur fond de narrateur à partir de ses lettres, on alterne ces gravures avec le nom de ces gravures et ces peintures aussi, des petits paysages souvent de mer du Nord. Ouais. Oui, dans la pâte, hein, c'est pas des choses précieuses comme ces gravures. C'est plutôt assez libre, assez taché, quoi, comme on dit. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'impressionnisme, mais disons que c'est plutôt expressionnisme. Je hasarde quand même un peu, voilà. Disons que c'est assez brutos, voilà. C'est pas quelque chose d'élégant, de maniéré, pas du tout. Non. Non, alors il y a un site qui est consacré donc
au musée de Félicien Rops à Namur, un site qui est bien fait, que j'ai mis en ligne, où on peut justement voir toute sa biographie, on peut voir son passage à Paris, sa vie en Belgique, son travail autour de l'érotisme, son travail d'écrivain. Et il y a aussi, justement, j'ai mis aussi en ligne donc l'intégralité du livre de Claude Lemonnier qu'on peut trouver sur Wikisource. Donc, pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin dans la connaissance un peu et la vie de Félicien Rops, il y a moyen de lire l'ouvrage complet. Voilà, ça c'est le travail de ma camarade Piquet-Cou, la colonne vertébrale de cette émission, voyez-vous, parce que c'est une chercheuse. Moi je suis un glandeur, mais elle c'est une chercheuse, voyez-vous. Moi je fais des effets de manche, mais elle fait des effets de neurones, voyez-vous. C'est pas tout à fait pareil. Elle a les boyaux de la tête qui sont bien pleins. Moi, c'est un petit peu, tout ça, c'est un petit peu vide. Bon, je suis un sensitif, elle, c'est une intello pur jus. Elle est quand même sensible. Parce qu'il y a des intellos sans sensibilité, c'est pas fréquentable. Tandis qu'elle, elle est intello en même temps, elle est très, comment dirais-je, très vivante, voyez-vous. Donc, on supporte très, 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 très bien. C'est même un peu fatigant parfois, je dois dire. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Colette Renard, Les nuits d'une demoiselle. Oui, une chanson très rafraîchissante, voyez-vous, hein, qui ouvre des perspectives immenses à notre lubricité commune. Voilà. Enfin, commune, je veux dire de commun. Non, j'associe pas du tout ma camarade à ce genre de choses. Non. C'est surtout propre au mec, je crois. Mais bon, hein, Colette Renard, c'était pas un mec, hein, quand même. Et puis elle avait la voix et le physique de ce qu'elle chantait, je crois. En tout cas, ça ravit ma camarade, qui est hilarde, quand elle entend la Colette chanter ses chansons égrillardes. En même temps, entre nous, c'est la vie, hein, voilà. Faut pas se la... On n'a pas été élevé chez les jésuites, quoique bon, enfin bref, mais bon, on n'est pas de la calotte chantant, nous, hein. On est tout le contraire, on est des anarchistes. Bon, on veut Zeus. Et tout de suite, sur Radio Libertaire... Non, écoutez, c'est Radio Libertaire, c'est pas Radio Libertine. Il faut vous mettre ça dans la tête. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Art Racaille, consacrée dans sa partie artistique, à Thierry Morciot et autres, c'est-à-dire
la gravure belge en général, contemporaine en particulier, après être passée par quelques grands ancêtres de la gravure belge, comme Félicien Rops et James Ensor et compagnie. Voilà. Et maintenant, on va vous parler donc des graveurs belges contemporains qu'on a vus à la Fondation Taylor, voyez-vous. Hein, il y avait du monde surtout de la petite vieille friquée. Ah, c'était soirée de vernissage. C'était le seul moment où on pouvait rencontrer Thierry. Donc on a sacrifié au vernissage, ce qui n'est pas du tout notre habitude. Pas du tout, non. Et on l'a pas sacrifié au buffet. On a laissé les petites vieilles se précipiter dessus. Il y en a qui montaient la garde depuis le début du vernissage devant les tables où seront servis les encas. Voilà. Mais nous, on n'a pas regretté notre sortie, puisqu'on a pu discuter avec Thierry à un moment, qui nous a présenté 2 autres graveurs belges qui étaient aussi invités donc à cette exposition de Pointe-et-Burin. Donc on était plutôt contents de notre soirée. Oui, parce que Thierry, c'est un monument. Mais ces 2 petits potes là, c'est pas triste non plus. Hein. Il y en a un qui s'occupe d'une revue qui s'appelle Actuel. Et l'autre, c'est pour l'actuel politique, hein, c'est un actuel artistique graveur. Ouais, mais il m'expliquait que justement, c'est lui qui est à l'origine de cette gravure sur l'estampes contemporaines et que le nom lui était venu de cette ancienne revue Actuelle, justement, qui n'existe plus depuis longtemps, quoi. Ah, bon. Et oui, alors, mais Thierry, évidemment, pour nos cœurs, l'artichaut, c'est vraiment... on va pas trop tartiner non plus sur notre amour pour ce personnage, mais surtout pour son travail, mais le personnage aussi est intéressant. Et il pratique 7 langues. Vous imaginez le truc? Il est professeur, en plus, de français. Il est professeur de français. En Belgique, hein, bien sûr. Et en dehors de ses heures de boulot et de l'étude des langues, il grave. C'est-à-dire qu'il rentre avec sa petite serviette de professeur dans sa petite maison, et il se pose devant une plaque de gravure 30-40 ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que ça peut donner. Et en direct, il grave, sans dessin préparatoire, sans idée préconçue, il fonce, il se met au boulot. C'est quand même assez étonnant, et même ça vous écrase un petit peu les robignoles, hein, quand des gens comme ça qui sont... Et il a l'air de rien, il est gentil comme tout, il est affable, il a des magnifiques yeux bleus, au fond duquel on sent quand même un petit côté bon vivant, qui dissimule bien d'ailleurs, mais bon, il le fait peut-être pas exprès non plus. Hein. Ouais, donc lui, il est né à Namur en 1973, il est encore très jeune. Et il a enseigné aussi 3 ans en Sibérie. Voilà. Non mais imagine un Belge qui enseigne en Sibérie. Non mais qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas? On peut se le demander. Hein. Donc je crois que ça, il parle le russe, le chinois. Voilà. Ah oui, non mais c'est Piquécou qui m'a informé sur cet immense bonhomme qui est plein de culture de tous les pays du monde. Je me suis senti un peu rikiki et la calapapa. Hein. Je dois dire que là, j'étais... Voilà, on peut pas être tout à la fois. Hein. Moi, je suis moi, avec mes petits moyens et tout ça. Il y a des mecs qui ont, comme Thierry Morciau, qui ont des dons très particuliers, qui leur font approcher ce qu'on appelle le génie, quoi. Voilà. N'ayant pas peur des mots, bien que je me méfie beaucoup de ce terme, suremployé, galvaudé par un peu tout le monde. Mais là, dans ce cas-là, je veux dire, c'est vraiment... On sent quand même le mec qui est pas tout à fait ordinaire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et sa gravure, alors là, c'est un rêve. Quand on a appris qu'il gravait, si vous voulez, comment on dit en italien, alla prima, ça vous laisse les bras un peu ballants, hein, parce que surtout que quand on grave avec une pointe sèche ou... Je pense pas qu'il pratique le burin, mais la pointe sèche... Mais je sais pas, il mélange plusieurs techniques, pointe sèche, vernis mou, aquatinte, je crois qu'il... ça. Mais si vous voulez, c'est pas c'est une gravure, on dirait qu'il effleure la plaque, c'est léger, le trait est léger, c'est vraiment comme un souffle là. Mais alors par contre, c'est un souffle qui exhale, si vous voulez, une inspiration un petit peu infernale, fantastique, avec des scènes qui sont parfois un peu hallucinantes, où le sexe est toujours au garde à vous.
un petit peu comme Félicien Rops, voyez-vous. Ouais, sauf que lui, il met beaucoup de plans différents dans sa gravure. Hein. Tout est mélangé, les petits personnages, les grands, il y en a partout. Effectivement, ça reste très léger et pourtant c'est très très riche de détails. Hyper fouillé, oui, bien sûr. Oui, c'est très difficile, si vous voulez, d'avoir un regard d'ensemble sur une de ces planches, sur une de ces estampes, parce que il y en a tellement, ça sort de partout, ça vient de partout, de dessous les robes, de personnages qui se mettent la tête dans le cul d'un autre personnage, de préférence dans le cul imposant d'une femme, pour un mec, etc. Il y a vraiment on voit des choses, on se pince un peu pour se dire non, c'est bien ça, c'est ce que je vois, c'est devant mes yeux. Et ça vient de ce personnage qui a l'air de rien du tout, hein, très rangé, un gendre rêvé, hein, pour toutes les belles-mères de la terre, parce qu'il a l'air comme ça, et bon, bref, comme un enfant de cœur, presque, voyez-vous. Mais alors, dites donc, mais ça m'étonne pas, parce que les enfants de cœur, en réalité, hein, c'est des sacrés garnements, hein, pour faire des blagues au curé, ou au bedeau, ou aux paroissiennes, hein, c'est les premiers, et je le vois bien. Je le vois bien, Thierry Morceau, en train de servir la messe, voilà, mais en mettant dans le vin de messe des produits qui sont pas tout à fait recommandés pour la boisson, voilà. Non, c'est quelque chose de vraiment très très étonnant. Ah ouais, c'est vraiment l'imagerie du Nord. Hein. Ça pourrait être du Jérôme Bosch, tout à fait, pourrait, oui, il y a du Hansor. Enfin, c'est très fouillé. Il y a des poissons, il y a des petits diables, il y a des grosses femmes, des gros bonhommes. Tout à fait, des poissons à la Jérôme Bosch, ça, avec des yeux vides. Voilà, et il y a des animaux aussi, des mammifères. Il n'y a pas que des poissons, mais tout ça, il y a rien de si vous voulez, là, j'ai un truc, c'est un chien qui a la tronche, on dirait, de Karl Marx, vous voyez. Et il y a toujours des notes, si vous voulez, des notes graphiques qui rendent les estampes ou les scènes qu'on voit complètement déjantées, complètement venues d'on ne sait où, et qui vont encore moins, on connaît encore moins la direction qu'elles prennent, voyez-vous. Non, c'est quand même quelque chose, et ça, si vous voulez, ça crée un monde de fantasmagorie, comme on en voit vraiment. Moi, j'ai jamais vu de gravure ou de dessin aussi loin de la réalité que ceux de Thierry Morceau, parce que c'est vraiment, on est dans un monde ou dans des mondes oniriques, quoi. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec notre petit quotidien étriqué, pas du tout. Ça vous ouvre des portes. Il a une production assez importante, parce que j'étais retombée sur un site, c'était la galerie de Chantal Bamberger, il a exposé, c'est à Strasbourg, il avait exposé en 2014-2015, une exposition, c'était Voyage en Barbarie, et quand on voit la quantité de gravures qu'il a faites, c'est sidérant quand même. Oui, c'est sidérant. Voilà, c'est une puissance de travail. Et attendez, on ne va pas tout dire, mais vous allez faire la révélation qui tue. Une plaque comme ça de 30-40, grosso modo, hein, ça peut être 30-45, ça peut être 35-45, ça peut être 28-34, ça peut être 36-4, 36-2. 39,5, 35. Enfin, vous voyez, c'est quand même des formats pour les gravures qui sont pas innocents. Bon, on connaît une graveuse, mais sur bois, notre camarade graveuse sur bois du Schnorr, là, Agnès Dubart, elle qui fait des trucs de 2-3 mètres de long, mais c'est de la gravure sur bois. Puis elle s'est jetée, elle fait elle y va, quoi, quasiment comme un bûcheron. Tandis que là, si vous voulez, la gravure sur métal, sur cuivre principalement, c'est pas du tout la même geste, quoi. C'est quand même assez précieux. Et quand on n'imagine pas 3 heures pour faire une plaque comme ça. Vous imaginez 3 heures. Je connais des copains, moi, qui ont fait j'ai un copain graveur qui vit dans le sud, qui avait une fois gravé une rue d'un village provençal. Il a mis plus d'1 mois, ou je sais pas combien de temps pour faire ça, au burin. Bon, d'accord, mais quand même, lui, 3 heures. 3 heures pour faire une plaque. Et mon copain, sa plaque, elle faisait 10 sur 15.
Là, c'est 3 fois, 4 fois ou 5 fois plus grand, et 3 heures. Non mais, j'imagine, je sais pas comment, ou alors, il y a peut-être une possibilité qui me vient à l'esprit tout de suite, et sans respirer. Peut-être que c'est pas un humain. Entre nous, c'est peut-être un extraterrestre. Ouais. Donc, et à côté de Thierry, donc on a vu. Alors, un soir de vernissage, c'est difficile de pouvoir se concentrer sur le nombre impressionnant de gravures qui étaient présentées dans cette exposition. Bon, par contre, on a quand même vu le travail. Il y avait des invités qui étaient de Pointe-et-Burin, et il y avait donc 8 graveurs belges qui étaient invités aussi, dont celui avec lequel on a un peu discuté, là, qui s'appelle Jean-Michel Hittersproot, donc celui qui est à l'origine de cette revue actuelle. Oui. Ouais, c'est une revue trimestrielle, donc qui parle de toutes les techniques de gravure. Une revue qui existe depuis 2014, qui est faite par les éditions K1L. Voilà, c'est une galerie qui est spécialisée sur les œuvres sur papier et qui est installée à côté de Bruxelles, ou à Jodoigne. Voilà. Et on a rencontré aussi Bob de Groof, qui lui a plusieurs cartes de visite. Il est peintre, photographe, installateur, il est sculpteur autodidacte et graveur. Et on trouve dans des collections un peu partout. Il expose en Europe, en Russie, au Maroc, aux États-Unis. Et lui a un travail, il bosse sur la lino. La lino, oui. Mais alors, c'est des linos qui font 80-120. Vous imaginez ? C'est un petit peu le même taf. Pas du tout le style, mais pareil que Agnès, qui fait elle sur bois. Lui, c'est sur lino, mais une lino de 80-120, j'en ai une sous les yeux, là, qui est vraiment... Mais c'est complètement pareil. C'est complètement déjanté comme Morceau, c'est pas du tout le même univers. C'est un univers plus contemporain, enfin, dans le style, dans le graphisme, etc., qui fait penser de loin, enfin, quand même, à Robert Crumb. À Robert Crumb, voilà, mais c'est pas du tout du Crumb, c'est du Bob de Groof. On dit Groof ou Groff? Groof, moi je dirais. Groof. Voilà, c'est non, mais ça fourmille aussi de personnages, un peu comme Thierry, mais c'est encore plus dense, si je peux dire ça comme ça. Voilà, de personnages horribles ou moins horribles, mais c'est pas des gens d'ici non plus. Alors encore peut-être d'extraterrestres, parce que je sais pas où il va chercher ces personnages, mais alors je me demande, en fin de compte, je réalise tout d'un coup que cette exposition qu'on a regardée, ou on a tenté de regarder, on n'a presque rien vu, parce que bon, dans ces vernissages où tout le monde se file des coups de cul, c'est difficile, mais si en fait elle n'est pas organisée par une puissance interstellaire, déguisée, ça me fait marrer, moi. Parce que vraiment, on est dans des mondes qui n'existent pas, en tout cas sur Terre, ou alors peut-être la volonté de ces artistes, c'est justement de faire apparaître, si vous voulez, dans leur gravure, un monde qui existe, mais qu'on ne voit pas, mais qui est bien sur Terre, voilà. Ouais, il y avait un autre graveur, là, je sais pas, dans le petit bouquin, on voit, qui fait aussi une gravure sur lino avec justement un gros contraste. Ouais, c'est Sylvain Bureau, oui. Oui, tout à fait, oui. Alors lui, c'est plus noir. Bob de Groof, si vous voulez, c'est assez clair. Et c'est pas dans le noir qu'il fait, c'est dans la clarté. Tandis que, par exemple, Sylvain Bureau, lui, c'est plus, comment dirais-je, oui, ça fait plus gravure sur bois, comme j'en ai vu, par exemple, en Angleterre. Voilà, des gens qui travaillent plus le noir que le blanc. Voilà, c'est-à-dire que on fait ressortir du noir des silhouettes, là dans cette linogravure que je regarde, c'est Jungle Walking, je sais pas comment, ou Coral Totem. Voilà, oui, c'est un petit peu, c'est le contraire, si vous voulez, de Bob de Groof, qui fait des choses très lumineuses, et là c'est plutôt dans le sombre où si vous voulez le noir prédomine. Ce qui est un petit peu le cas de la gravure sur bois ou sur lino, mais en tout cas ce qui était assez privilégié en Angleterre quand j'ai visité des expos d'estampes, voilà, c'était un petit peu l'espèce de credo de ces graveurs anglais, c'est-à-dire que Bob de Groof, qui fait de la lino, il fait de la lino comme je n'en ai jamais vu, voilà.
C'est-à-dire, c'est plus comme une illustration presque à la plume ou au pinceau qu'une gravure où on tape plutôt dans le noir, où le noir est prédominant en tout cas. Ouais, ouais. Alors, moi, je vais quand même les nommer, les artistes belges qui étaient invités, parce que effectivement, il y avait Sylvain Bureau, dont tu viens de parler. Là, il y avait Bob de Groof, Sabine Delahaut, qui est aussi dans les invités d'honneur, parce qu'il y a 2 estampes, justement, une de Thierry Morceau, une de Sabine Delahaut, qui sont soumises à souscription. Et je crois il y a une tombola qui est organisée, donc on peut après gagner l'une des 2 estampes. L'œil du temps, celle qui a sur le catalogue, c'est l'œil du temps. Ouais. Ou l'air de rien. Voilà. Ouais. Burin et pointe sèche, surcuivre aquarellé de 50-60. Aussi, 50-60. Ouais. Il y a Roger Deswind. Alors Roger Deswind, je ne sais pas si tu te souviens, dans le petit bouquin, il a c'est coloré. Oui, voilà, c'est celui qui travaille en couleur. Oui, c'est l'eau forte, gravure au sucre, aquatinte et pointe sèche, mais c'est avec de la couleur, quoi. C'est assez curieux d'ailleurs les gravures. Je suis pas un fanatique de la gravure avec des couleurs, mais bon, ça peut être intéressant aussi. Hein. C'est pas parce que je suis pas sensible vraiment que c'est pas bien. Hein. Voilà. Ouais. Donc il y a aussi Paul Dumont, il y a Véronique Goussens. Alors Paul Dumont, on croirait de la photo carrément, c'est un monotype. Ah oui, un monotype 50-65 aussi, voilà. Non mais les mecs ils mollissent pas. Hein. Ouais. Véronique Goussens. Ouais, aussi, qui est intéressante, mais qui est... Pour moi, ça fait moins gravure, ça fait plus... presque peinture ou reproduction de photos ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment très réaliste, voilà, avec du noir, avec des choses comme ça, mais ça, pour moi, ça fait pas gravure. Ben, je suis un vieux con. Hein, donc aussi, après, effectivement, Jean-Michel Witterstrop, les 2 gravures qui sont représentées font aussi penser à cet univers un peu satanique, justement. Tout à fait, oui. Hein. Ouais. Alors lui, sa particularité, c'est que c'est une feuille blanche. Avec dans un coin, les 2 que j'ai, c'est dans le coin droit, il y a un autoportrait satanique, quand même 50-35, c'est une xylogravure, c'est-à-dire c'est sur bois, mais on ne croirait pas parce que c'est d'une finesse extraordinaire, et Dame soufflant des bulles, une xylogravure aussi de 64-46, voilà. Alors c'est encore un fond blanc, les bulles c'est un cercle transparent, et un petit personnage genre faune avec des pattes de bouc et un haut humain, voilà, c'est intéressant, oui. Voilà, et Nathalie van der Walle. Oui, alors c'est la xylogravure, encore une fois, et là ça ressemble plus à la xylogravure. C'est entre Bob de Groof avec ses linos et celle de, comment dirais-je, le truc qui se dégrade de plus en plus, et celle de Sylvain Bureau, c'est mi-clair, mi-sombre. C'est-à-dire qu'il y a mais c'est plus clair que sombre, et c'est pas de la clarté de Bob de Groof, quoi. Et c'est très très intéressant, très fouillé. C'est un séisme, oui, bon, d'accord, c'est un peu le bordel. Et la xylogravure, non mais, vous vous tenez, je vais vous le donner mille, c'est une Agnès Dubar bis, 1,20 m sur 3,50 m. Non, vous rêvez pas, non? Ben, on en connaît une autre comme ça, c'est Agnès Dubar, mais là, on voit une concurrente et qui est une pointure, parce que c'est vachement fouillé, c'est assez extraordinaire comme rendu. Ouais. Voilà. Voilà, donc il y avait en plus après donc des invités de Pointé-Burin. Là, on ne va pas rentrer dans le détail. Le mieux, c'est d'aller effectivement à la fondation. Nous, on pourrait même y retourner pour en profiter un peu, parce que. Je pense, oui, parce que là, il faut jamais aller dans les vernissages pour voir des œuvres, hein, parce que vous voyez rien. Voilà. Et en plus, ce sont des expositions gratuites. Hein. Ça le mérite. Ça se mérite là. Bah, bien sûr. C'est ça qu'on gueule toujours après les musées payants et tout. Mais il y a plein de lieux d'art. C'est gratuit. Les galeries, les expos comme ça, la Fondation Taylor, mais il y en a d'autres, hein, où vous voyez des réalisations artistiques extraordinaires et vous sortez pas une thune. Si vous allez aux Beaux-Arts en ce moment, vous voyez un truc géant de Garouste.
pas une thune, voilà. C'est des lieux comme ça, il y en a à Paris, hein, même en province. Vous pouvez aller dans des musées et puis rien payer du tout, voilà, ou dans des galeries. Là, les galeries, c'est sûr, vous payez jamais rien. Ouais, Voilà. par contre, effectivement, entrer dans une galerie, des fois, c'est un peu compliqué parce que la personne est toute seule derrière son tableau. Et je voulais juste quand même citer Mathieu Coulange, qu'on avait rencontré à Saint-Sulpice à la fête de l'estampe, parce que Mathieu Coulange, en fait, fait des outils pour graveurs. Et là, il y avait donc un petit classeur avec certains de ces outils, pareil, qui distribue largement ces outils aux graveurs. Voilà, c'est des outils magnifiques qui fait en bois. Carmina Burana par Karloff. Oui, et puis pour finir un peu cet intermède belge, vous présentez un peu les personnages comme Pomme de Grouf ou Jean-Michel Huytersprott, celui qui, je crois, qui fait le magazine, là. Hein, ce sont deux personnages, surtout Huytersprott, qui sont assez exubérants. Enfin voilà, on va l'inviter, je pense, d'ailleurs au mois d'août, parce qu'il vient faire un séjour à Paris dans l'atelier d'une copine qui part en vacances. Ouais, une copine graveuse, justement, avec qui on a discuté, qui habite pas très loin d'ici et qui pourra venir aussi, ouais. Qui travaille aussi, qui a fait une série justement sur Lampedusa, sur Hiroshima. Enfin. Ouais, voilà, de choses très gaies. Et puis donc qui est un personnage vraiment chaleureux, qui a une tchatche pas possible, mais c'est lui qui en même temps réunit un petit peu ces graveurs belges, voilà. Je dirais pas que c'est un phalanstère ou quelque chose comme ça, mais on fait une petite bande là comme ça qui peut se réunir et qui peut faire des choses ensemble. Et puis comment dirais-je, le père de Glouf, qui a pas l'air triste du tout non plus, comme ses gravures un peu, voilà, aussi
aussi. Non, il est moins vibrillonnant que le précédent, mais il a quand même une présence humaine assez comment dirais-je, qui ne laisse pas indifférent du tout, voyez-vous. Ce sont des gens. Enfin, ça fait 3 personnages comment dirais-je, Sylvain Morciot, Bob de Grouf et puis le troisième au nom imprononçable pour un mec comme moi. Donc je veux pas le répéter, hein. Je me suis assez ridiculisé. Eh bien, c'est un trio quand même qui est assez représentatif, si vous voulez, de la, comment dirais-je, de l'imaginaire, de la truculence graphique des Belges, qui effectivement, comme le disait ma camarade Piquet-Cou, continue une tradition du Nord, une tradition avec des pères spirituels, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu con, enfin comme comment dirais-je, Bosch et compagnie, il y en a toute une bande, hein, c'est pas Bosch, c'est pas le seul, voilà, et qui, bien avant eux, ont créé un imaginaire purement nordique, hein, qui faisait appel à l'intervention de diables, de sorciers, de monstres de toutes les tailles, de toutes les couleurs, et voilà. Faut voir comment dirais-je, le paradis terrestre de Jérôme Bosch, c'est quelque chose quand même. L'enfer, on n'en parle même pas. Voilà. Et tout ça, c'est intéressant de voir qu'il y a une continuité, que c'est pas mort, que c'est pas éteint. Et nous, on peut pas se vanter d'avoir des gens de cette qualité, des graveurs de cette pointure, dans notre petit pays aux idées petites bourgeoises étriquées. Vous voyez. Chez les Nordiques, c'est un petit peu plus, comment dirais-je, vivant. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Nous, on a l'impression de vivre dans une maison de retraite, un hospice. La France, c'est un hospice. C'est on dit un EHPAD ou un EHPAD, je sais pas quoi. Voilà. C'est à peu près aussi gai que ces maisons ou ces hospices ou ces maisons de retraite. On a un soignant pour une centaine de malades, Alzheimer en particulier. Voilà. Non, j'exagère à peine, c'est un peu ça. Il y a une santé, une vitalité dans ce tout petit pays, dans ce minuscule pays qui est la Belgique, qui est quelque chose de complètement étonnant, mais c'est pas nouveau non plus. Il y a toute une comment dirais-je, une dégénération d'écrivains, de poètes, de peintres, de plasticiens, de graveurs qui enrichissent, si vous voulez, l'art de ce pays. Voilà. Du tout, hein. J'arrête mon moulin à parole là parce que je pense que je vais commencer à fatiguer. D'accord. Bah alors justement, les auditeurs. Pour rencontrer toute cette gravure belge contemporaine et du 19e. Donc il faut aller à la Fondation Taylor donc jusqu'au 9 juin, du mardi au samedi de 14h à 20h, sauf les jours fériés, mais là il ne doit plus y en avoir, je crois, jusqu'au 9 juin. Et c'est 1 rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement, c'est tout près du métro Saint-Georges. Voilà. Et tout de suite, on va se faire une petite ligne avec les expositions. Alors, il y en a certaines dont on vous a parlé à plusieurs reprises, et puis d'autres qui arrivent dans notre petit déroulé du alors script. justement, il y a cette Fondation Taylor qu'on n'avait pas mis sur le papier, mais qui incontournable quand même, je pense. Et puis, il faut rappeler que ce samedi 26 mai, justement, c'est la journée de Manifestamp. Alors, Manifestamp, c'est une fois par an. Des événements qui sont consacrés à l'estampe partout en France. Et il y a même 12 animations en Europe. En France, il y a 280 événements qui sont programmés. Donc, j'ai mis en lien le site de Manifestamp. Et là, on peut chercher en fonction de son lieu de promenade, en fait, ce qu'on peut aller voir comme travail. Donc, c'est très important, justement, pour rencontrer la gravure. Et justement, notre Van Gogh de la gravure, donc Clément, comme tu l'appelles, hein, Clément, lui, ouvre les portes de son atelier ce samedi et ce dimanche. Donc, samedi, c'est de 14h à 19h et dimanche de 14h à 21h. C'est à Vincennes, c'est au 164 rue Diderot. Et là, il y aura
on peut visiter l'atelier. C'est un petit atelier avec plein de choses partout, des dossiers, des gravures. Voilà, Clément travaille là, il habite juste au-dessus, c'est un tout petit appartement. Et voilà, ça sera l'occasion d'aller rencontrer son travail, ça vaut vraiment le coup, quoi. Ouais, son travail et le personnage. Le personnage, ça vaut vraiment le coup, quoi. Là, vous risquez d'être fatigué en sortant. Voilà, donc après, c'est les expositions. Les expositions dans l'exposition nouvelle, il y a une exposition qui va démarrer au musée du Quai Branly, c'est le magasin des petits explorateurs. Alors, il y a un vernissage ce soir auquel on est convié pour rencontrer le commissaire d'exposition qui s'appelle Roger Boulet. On ne sait pas encore si on ira, mais en tout cas, voilà, c'est en projet peut-être d'aller voir cette exposition et de toute façon de faire venir Roger Boulet dans cette émission. C'est Colette qui est notre experte en com qui veut nous le faire rencontrer parce que c'est un Sartois qu'elle connaît bien et qu'il a justement plein de choses à raconter et qui se prend pas au sérieux. C'est la mafia sartoise. Attention, hein. Au Parc Floral, c'est notre sculpteur amoureux du Japon, Julien Signolet. Et voisin, qui expose donc au Parc Floral. Et il expose, je crois, jusqu'au 26 juin. Donc, il y a le temps, c'est pareil. J'ai mis un lien sur le site, parce que le Parc Floral, l'été, est payant. Et il y a moyen, si on le contacte, d'avoir une entrée gratuite. Ouais, et le titre de son expo, c'est MU. M-U. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire en japonais, mais l'affiche représente un parallélépipède qui est creusé à l'intérieur. Donc, oui, c'est très, très, comment dirais-je, épuré. Voilà, et Julien, il fait pas dans la truculence sculpturale, mais il fait plutôt dans l'épuré. Mais je pense que le week-end, il sera là et qu'il pourra lui-même parler de son travail, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui est passionnant, qui est simple. Et qui est passionné aussi. Voilà. Hein. Il est moins virulent que notre copain Clément, mais il est aussi passionnant, quoi. Ouais. Donc ça aussi, ça vaut le coup. En plus, ce parc floral, s'il fait beau, c'est un lieu assez sympathique pour se promener. Donc, faut pas hésiter, quoi. Sinon, alors à Nancy, nous on y va vendredi. Il y a une exposition Franz Maserel, donc on quitte pas la gravure. Franz Maserel, c'est de la gravure sur bois, mais c'est pareil, c'est de la gravure. Franz Maserel est quelqu'un d'engagé politiquement, socialement, c'est qui a dénoncé la guerre. Enfin, oui. Et alors à Nancy, évidemment. Perso, je mangerai à votre santé un baba au rhum, puisque c'est la capitale du baba au rhum. Heureusement qu'il y a des prétextes à expo, hein, Robert. Ah oui, il y a des prétextes. Il faut bien quand même, et on travaille, donc il faut faire une petite joie aussi pour supporter le travail. Hein, ouais, donc Franz Maserel, il y a 2 lieux d'exposition, il y a l'hôtel du département et il y a l'Institut Goethe, où là il expose des illustrations de la contrainte de Stefan Zweig. Ouais. Voilà, c'est très gai aussi. Ces gravures sont péculantes, je veux dire, dans le sinistre. Enfin non, c'est du noir et blanc, mais c'est dur. Donc on racontera tout ça mardi prochain. Si Robert n'a pas fait une indigestion de baba au rhum pendant tout le week-end. Sinon, on peut rappeler l'exposition Gustave Loiseau au musée Camille Pissarro à Pontoise. C'est une exposition d'impressionnisme, de la fraîcheur, les bords de l'Oise. C'est un autre monde. Ouais. Donc Corot jusqu'au 8 juillet, Corot le peintre et ses modèles au musée Marmottan. Ouais. À la Halle Saint-Pierre, c'est pareil, turbulence dans les Balkans jusqu'au 31 juillet. Et Gérard Garousse au musée de la chasse et de la nature et au musée des Beaux-Arts à la Galerie Templon. Ouais. Et Kupka au Grand Palais jusqu'au 30 juillet et de la Croix au Louvre jusqu'au 23 juillet. Bon, vous avez déjà parlé de tout ça. Voilà, ça on en a déjà parlé plus longuement. Et puis donc en quête de Graal aussi, j'allais l'oublier, à la coopérative Cérès Franco à Montelieu, avec comme commissaire d'exposition Dominique Paula Dardouin qui est venu nous raconter tout ça avec moult détails. Voilà, et vous pouvez le retrouver sur le blog de l'émission, aracaille.fr. Voilà. Et puis alors, donc, on va vous parler maintenant du culturel de la semaine. Voilà, le culturel de la semaine dont je reparlerai dans l'émission Intifada, parce que j'ai lu les 2 volumes de la biographie de Fadwa Toukan, qui est une Palestinienne, qui a écrit en 1997 donc ses mémoires. Il y a un premier tome qui s'appelle Le Rocher et la peine, où elle parle de sa jeunesse, en fait, qu'est-ce qu'être une femme palestinienne quand même dans une famille traditionnelle, de ne pas pouvoir sortir, d'être empêchée d'aller à l'école parce que un jeune homme lui a offert un brin de jasmin. Et cette femme, c'est une famille nombreuse, en fait, a un frère qui est un professeur et poète et qui va l'initier à la poésie. Alors d'abord la poésie arabe traditionnelle qui est très codée, un exercice
apparemment très très difficile. Et petit à petit, Fatoumata Khan va s'ouvrir à la politique à partir de 48, effectivement, avec les événements de la Nakba. Et là, elle sera d'ailleurs même toute la Palestine, dans un travail beaucoup plus engagé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc ce premier volume s'appelle Le Rocher et la peine, et le second s'appelle Le Cri de la pierre, et ça se lit très facilement, c'est passionnant. Moi, je l'ai trouvé à la bibliothèque de Montreuil, donc on peut le trouver probablement un peu partout, quoi. Oui, puis avec un titre comme ça ne va pas non plus être innocent. Hein? Bien, et bon, petite pause musicale, et après l'hymne des femmes de Jean-Limon, et puis après, bon, on continue. Sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Le fond, nos femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservis, humiliés, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout. L'hymne des femmes,